Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Bertrand et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va essayer de mieux comprendre la place des petits modèles dans le paysage de l'IA et leur impact technique, économique et plus largement sociétal. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, revenir un petit peu sur ton parcours et ce qui t'a amené à cofonder une entreprise spécialisée sur l'optimisation des modèles d'IA, justement? Bonjour Clément. Oui, bien sûr, du coup, je peux me présenter brièvement. Alors, globalement, pour mon parcours, j'ai un parcours assez standard au niveau de mon éducation, on va dire, dans tout ce qui est IA. C'est-à-dire que j'ai fait une prépa scientifique, puis une école d'ingé, un master en machine learning. Et après, j'ai décidé, en fait, de faire une thèse doctorale, du coup. Pas en France, mais en Allemagne, à l'université de la TUM, Technical University of Munich. Et pendant cette thèse, mon sujet principal, c'était tout ce qui est fiabilité et efficacité des modèles d'IA. C'est-à-dire que quand on déploie une IA, il y a deux questions qui sont importantes à se poser. C'est quand l'IA est déployée, est-ce qu'on peut faire confiance dans les prédictions qu'elle fait? Et aussi, est-ce qu'elle va les faire assez rapidement? Par exemple, si on déploie une voiture autonome, on n'a pas une IA dans une voiture autonome, on n'a pas envie elle rate un obstacle et elle ne détecte pas un obstacle, ou on n'a pas envie qu'elle détecte de manière trop lente un obstacle, sinon ça pourrait créer des problèmes. Et du coup, le but de ma thèse, c'était vraiment de réussir à répondre à ces questions, à faire en sorte que les IA soient plus fiables et plus rapides. Et ça a été vraiment l'occasion pour moi de faire beaucoup de recherches, de publier des papiers dans ce domaine-là, aussi de faire des stages de recherche, on va dire, avec d'autres laboratoires à Stanford, notamment, et travailler aussi avec Twitter, où j'ai eu l'occasion un peu de travailler sur des choses un peu plus at scale, à l'échelle. Une des questions importantes qu'il y avait quand j'ai eu tous ces environnements de travail, c'était bien sûr l'accès à la puissance de calcul. Parce que dans tous les environnements de travail, que ce soit dans les gros boîtes de tech ou dans des labos, tout le monde se bat un petit peu pour avoir de la puissance de calcul, pour faire tourner ses modèles, pour faire des expériences. Car ça, il y en a pas suffisamment, enfin, souvent, il y en a pas suffisamment, on va dire, pour un exemple que je peux donner, c'est quand on regarde un papier de recherche, on peut se dire, un papier de recherche en informatique, ça ne doit pas te coûter très cher, on a juste besoin d'un ordinateur pour faire tourner pour faire tourner ce qu'il y a dans le papier de recherche. En vrai, c'est pas du tout vrai. Quand j'avais fait une estimation comme ça, de combien ça coûte de faire un papier de recherche, un de mes papiers de recherche, ça coûte 10 000 euros. 10 000 euros, bien sûr, juste pour reproduire une fois le papier de recherche, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accessible à tout le monde. Et quand on regarde les choses beaucoup plus à l'échelle, comme les modèles comme ChatGPT ou des choses comme ça va directement dans des millions d'euros. C'est quelque chose qui est vraiment pas accessible à tout le monde. Et ça, c'était la motivation principale, on va dire, pendant mon doctorat, de se dire, OK, ça, c'est un problème qui est important pour tout le monde. Et tout le monde n'a pas accès aux modèles d'IA, tout le monde ne peut pas faire tourner des modèles d'IA. Maintenant, c'est plutôt cantonné à des grosses boîtes de la tech. Et du coup, ce qu'on essaie de faire avec Prunas, c'est de rendre ça accessible à tout le monde en compressant ces modèles pour les rendre plus petits, pour les rendre plus rapides, moins chers à utiliser et aussi plus économes en énergie. Merci pour cette présentation. J'ai une autre question parce que depuis, tu vois, tu parlais de ChatGPT, enfin des GPT. On a beaucoup parlé des LLM et on voit qu'il y a une course un petit peu à l'échelle où on parle de modèles de plus en plus volumineux, de plus en plus puissants. En parallèle, on voit aussi l'apparition depuis de ma fenêtre assez récemment, mais tu vas me dire si c'est l'inverse, de modèles plus petits, plus sobres. Est-ce que tu pourrais dresser rapidement un peu peut-être un panorama ou un historique de ces petits modèles dans le domaine de l'IA générative, mais pas forcément parce qu'il y a eu aussi avant, il y a aussi d'autres technos d'IA, il n'y a pas juste de l'IA générative. Et j'imagine que cette question, tu as des modèles, tu parlais des voitures autonomes, on n'est pas sur de l'IA générative et pour autant, il y a cette question de comment on embarque ces modèles d'IA, comment ils sont efficaces, comment il n'y a pas trop de latence. Donc, je veux bien que tu nous resitues un petit peu le contexte historique sur ces petits modèles, d'où ça vient et voilà. Alors, effectivement, l'IA, on entend beaucoup le mot IA générative récemment, je pense depuis 2020 à peu près, avec tout ce qui est arrivé avec ChatGPT ou Stable Diffusion pour générer des images. Mais des modèles d'IA, ça existe depuis très longtemps. Et souvent, les gens, ils citent comme le premier modèle d'IA le multilayer perceptron qui était en 1900, je sais plus combien, peut-être 82, je dis peut-être n'importe quoi, il faut vérifier.
et du coup qui est très vieux. Il y a eu, pendant très longtemps, il y a eu un espèce d'hiver, on appelle ça un hiver de l'intelligence artificielle où, ça a pas vraiment pris et en 2010 ou 2012, si je me souviens bien, il y a une compétition pour, faire de la prédiction à partir de modèles d'IA, de la prédiction de ce qu'il y a sur des images et là, un nouveau modèle a réussi à battre tout d'un coup, tout ce qui existait auparavant avec, plus 20 de précision et ça s'appelait AlexNet. Du coup, ce modèle, il a fait beaucoup de bruit et ça a été le premier modèle un peu, je pense, qui a lancé la nouvelle ère de l'IA. Et c'était pas un modèle génératif à ce moment-là, c'était un modèle, ce qu'on appelle prédictif, c'est-à-dire qu'il prédisait juste une classe, il générait pas du nouveau contenu, des nouvelles données. Et ce qui est intéressant, c'est que ces modèles-là, à l'époque, ils étaient déjà, qui existent toujours, hein, ils étaient pas très gros, en fait. Ils sont bien plus petits que n'importe quel modèle qu'on considère maintenant. C'était déjà des petits modèles. C'est-à-dire qu'en nombre de paramètres, c'est, je sais pas, genre, quelques dizaines de millions de paramètres, comparé à un modèle, un LLM, comme on peut voir avec le DeepSeek, qui a fait pas mal de bruit récemment, qui est 780 milliards de paramètres. Du coup, les petits modèles, ça existe depuis longtemps et j'ai envie de dire que l'IA, elle vient d'abord de là, en fait, de faire des petits modèles. Mais ce qu'il y a eu entre-temps, et notamment, je recommande le site Epoch AI qui donne une belle historique, on va dire, des modèles d'IA et, ouais, et leur taille, comment l'évolution de la taille des modèles d'IA. Récemment, en 2020, voilà, il y a eu des nouveaux modèles qui sont arrivés, qui ont une taille beaucoup plus grosse, qui étaient plus du coup à l'échelle du million de paramètres, mais à l'échelle du milliard. Et ça fait vraiment beaucoup de bruit parce que ça permettait d'avoir des performances beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées, réussir à générer aussi des données, à prédire sur des données beaucoup plus complexes. Et c'est ça ce qu'on appelle un petit peu comment dire, je crois qu'il appelle large scale era ou un truc comme ça, sur Epoch AI. Tout le monde a vu un petit peu ces modèles grossir et récemment, maintenant, il y a eu une seconde vague qui est: «OK, tous ces modèles, ils sont trop gros pour tout le monde, il faut les réduire à nouveau» et c'est ça. Beaucoup de gens, ils entendent parler de cette seconde étape de réduction de la taille à nouveau des modèles, qui est, pour éviter de repasser à des centaines de milliards de paramètres, mais d'avoir à nouveau des modèles avec quelques milliards de paramètres. Du coup, les modèles qu'on a pu entendre, les noms un peu clés, c'est peut-être Phi et de Microsoft qui a fait du bruit. Il y a eu SmallLM de Hugging Face qui ont fait des modèles qui sont à nouveau à l'échelle de millions de paramètres. Il y a eu Llama aussi qui a fait des modèles avec juste 1 milliard de paramètres. Voilà, il y a eu tous ces modèles-là. Peut-être que j'en oublie. Je pense qu'il y a le Gemma, voilà, il y a le Gemma aussi qui a fait pas mal de bruit récemment et qui arrive à avoir des grandes performances juste avec quelque chose à l'échelle de quelques milliards de paramètres et pas des centaines de milliards de paramètres. Et si on s'intéresse à l'aspect un petit peu technique, on va dire, qu'est-ce qui différencie fondamentalement petit modèle? Alors, tu me diras, qu'est-ce qui permet de dire que c'est un petit modèle ou non, d'un grand modèle? Est-ce que c'est juste la taille des paramètres et le nombre de paramètres et fondamentalement l'architecture, c'est la même? Ou est-ce qu'il y a aussi des architectures différentes entre les petits, les grands, qui permettent de dire qu'en fait, il y a une différence? C'est pas juste une différence de taille, quoi. Globalement, il y a autre chose. Souvent, entre les petits et grands modèles, ce qu'on regarde principalement, c'est effectivement le nombre de paramètres, mais il y a autre chose qui est important, c'est aussi la taille de chaque paramètre. C'est-à-dire que un modèle, c'est plein de building blocks, de composants de base. Et en fait, si on les compte, et ben, ça nous donne le nombre de paramètres, mais aussi chaque composant, il a une taille précise. C'est-à-dire que tu peux encoder ce paramètre sur ce qu'on appelle 32 bits, 16 bits, 8 bits, 4 bits. Et si on l'encode sur 32 bits, on a besoin de plus d'espace mémoire que si on l'encode sur 4 bits, on aura besoin de beaucoup moins d'espace mémoire. Du coup, la taille du modèle est principalement une fonction le nombre de paramètres, mais aussi la précision avec lesquelles on encode chaque paramètre. Par exemple, si on prend le plus gros Llama modèle avant, le Llama 400 milliards de paramètres, il y avait 400 milliards et la plupart des gens qui l'utilisaient et avaient assez de compute pour l'utiliser, ils faisaient ça avec une précision de 16 bits. Mais récemment, DeepSeek, ils ont fait leur nouveau modèle avec beaucoup plus de paramètres, je crois que 780 milliards, mais ils ont réussi à l'entraîner sur 8 bits, ce qui fait que en fait, l'un dans l'autre, ils ont des tailles à peu près comparables, on va dire ça comme ça. Du coup, ça, c'est un des éléments importants, on va dire, pour arriver à estimer, on va dire, la taille d'un modèle. Après, en termes est-ce que ils ont des différences au niveau de leur architecture? Si on parle juste des modèles de langage, des LLM,
La plupart des modèles, ils ont les mêmes composants d'architecture, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur un composant qui s'appelle le transformer, des blocs de transformer, voilà, qui est très connu. Je suis très content de donner plus de détails si besoin, mais c'est peut-être un peu technique. Ils ont toujours ce bloc-là qui se répète encore et encore. Après, si on revient aux fondations, on va dire, de tout ce qui est modèle d'IA, c'est comme le modèle AlexNet, les modèles de computer vision, de vision par ordinateur. Ça, ces modèles, ils ont des composants au niveau de l'architecture très différents. Du coup, il y a une évolution entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant. Avant, les modèles comme AlexNet, les modèles de computer vision, ils avaient ce qu'on appelle des blocs de convolution. Mais maintenant, c'est beaucoup plus basé sur des blocs de transformers qui ont montré des très bonnes performances sur plein de types de données différentes, du texte, mais aussi d'autres types de données comme de la génération d'images ou des choses comme ça. T'en parlais au début sur ton parcours, en tout cas sur le fait que tu t'étais pas mal questionné à la fois sur la rapidité, on va dire, des modèles à répondre, à être utilisés, et le fait que tu avais besoin de beaucoup de puissance de calcul, et donc nécessairement il y a un impact énergétique derrière qui croît en fonction de la taille du modèle. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de chiffrer un petit peu cet impact, alors je sais pas si c'est énergétique, écologique, de ces grands modèles versus les petits modèles? Et si oui, comment on fait en fait? Je pourrais pas donner une réponse qui va être complète parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de comment on déploie le modèle. C'est-à-dire que quand on a un modèle d'IA, après, il faut le mettre sur hardware spécifique. Et ce hardware, ça peut être ce qu'on appelle des GPU qui sont spécialisés pour faire tourner des modèles d'IA. Mais ça, tout le monde n'en a pas chez eux. Ou ça peut être sur des modèles, sur des hardware un peu plus communs, comme un ordinateur, un téléphone ou des choses comme ça. Du coup, selon là où on va déployer le modèle, le modèle va tourner plus ou moins efficacement et plus ou moins rapidement. Et il y aura des coûts énergétiques différents. Voilà. Après avoir fait ce disclaimer, je peux essayer de donner quelques estimations qui sont que, par exemple, si on prend le plus large DeepSeek, modèle de DeepSeek, donc globalement, si on fait une estimation, il faut 10 H100 si on veut mettre le modèle sur des GPU. Et des H100, c'est le, le nom du hardware le plus performant qui peut exister pour faire tourner des modèles d'IA. C'est des hardware de NVIDIA. En comparaison, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un modèle qui est juste 1 milliard de paramètres. Et là, on n'aura même pas besoin de 1 H100, mais on aura besoin juste même d'un GPU très très petit, qui coûtera beaucoup moins cher. Si je dois donner des ordres de grandeur, 1 H100, si je me trompe bien, si on veut le faire tourner à l'année, ça coûte 30 000 euros. Du coup, 10 fois 30 000 euros, ça fait 300 000 euros si tu veux faire tourner ton modèle DeepSeek de manière très basique. On va dire ça comme ça. C'est un peu des calculs de coin de table, mais ça te donne un ordre de grandeur. En comparaison, un GPU classique, plein de gens en ont sur leur ordinateur chez eux. Du coup, ça donne un ordre de grandeur que tout le monde pourrait faire tourner en global, en général, un modèle de 1 milliard de paramètres chez lui. Du coup, ça donne un ordre d'idée sur, OK, à quelle, quelle quantité d'argent, quelle quantité d'énergie, quelle quantité de hardware, à quelle quantité de hardware ça correspond à la différence entre des petits et des gros modèles. J'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu à ce que vous faites dans ta boîte, plus spécifiquement, parce que justement, vous travaillez sur l'optimisation des modèles. Alors, il y a des techniques, là, j'ai vu ça, la quantisation. Il y a d'autres techniques, je veux bien que tu les présentes peut-être rapidement. Et si tu devais donner un exemple pour qu'on puisse comprendre un petit peu on prend un modèle relativement grand, on va travailler justement pour réduire sa taille, peut-être améliorer son efficacité, et en tout cas conserver des performances acceptables, parce que si tu réduis la taille mais qu'au final à la fin il est plus du tout performant, ça a pas d'intérêt. Donc peut-être de présenter les différentes techniques et un peu le process que vous suivez pour faire ça, en essayant de vulgariser, parce qu'on n'est pas aussi expert que toi sur le sujet. Et après, la question qui va avec, c'est est-ce qu'il y a une limite, qu'elle soit physique ou algorithmique, en dessous de laquelle on peut pas descendre dans la réduction d'un modèle sans complètement perdre en performance, ou même carrément où on descend tellement bas qu'en fait il sait plus rien faire le modèle. Je peux commencer avec la première partie qui est comment on fait pour, quand on a un gros modèle, le rendre plus petit. Alors, effectivement, nous, ce qu'on fait chez Prunas, c'est on a un paquet Python, qui prend ce modèle, va faire plein de choses et ensuite rendre le modèle
qui peut utiliser exactement de la même manière, plus efficacement, c'est-à-dire il sera plus petit, plus rapide et des choses comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe en gros dans ce package? C'est on applique plein de méthodes de compression. Et ces méthodes de compression, il y en a plusieurs familles. Il y a une des familles qui s'appelle du pruning, c'est aussi notamment pour ça qu'on s'appelle Pruna. Mais il y a aussi une famille qui s'appelle de la quantisation, une famille qui s'appelle de la distillation, le caching. Il y a plein d'autres choses. Je pense que je pourrais pas aller présenter un petit peu toutes les méthodes les unes après les autres, mais je peux me concentrer sur deux d'entre elles, je pense, qui donnent une bonne idée. C'est le pruning et la quantisation. C'est, comme je disais tout à l'heure, un modèle, c'est plein de building blocks, plein de blocs. Et il y a deux choses qui sont importantes, c'est le nombre de paramètres et la taille des paramètres. Et du coup, ce qu'on va faire avec le pruning, c'est qu'on va juste regarder, on va essayer d'enlever certains paramètres, c'est-à-dire réduire le nombre de paramètres. Et on va se concentrer sur enlever les paramètres qui impactent le moins la performance, qui vont le moins changer ce que va générer le modèle. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pruner le modèle, c'est-à-dire élaguer le modèle et enlever certains paramètres qui sont pas pertinents, et ça va rendre le modèle petit, petit, petit. Et ça, on peut le faire, parfois on peut enlever les 50% du modèle, et ça peut marcher. Même pour des modèles de computer vision, on peut enlever même 99% du modèle. On a l'impression de tout détruire, mais en fait, il y a quand même toujours une bonne prédiction. Après, ce qu'on peut faire, c'est la deuxième technique, c'est quantisation. C'est on peut réduire la taille de chaque paramètre, c'est-à-dire au lieu de le stocker sur 32 bits, on peut le stocker sur 4 bits, par exemple. Et ça va faire que on va avoir des gains de mémoire, parce qu'on va stocker le modèle sur des hardware beaucoup plus petits. Mais aussi, si on s'y prend bien, on va avoir aussi des gains en termes de puissance de calcul qu'on doit déployer. Parce qu'au lieu de manipuler des choses à très haute précision sur 32 bits, on va manipuler des objets sur 4 bits qui sont beaucoup moins coûteux à utiliser. Et voilà, ça c'est globalement, on va dire, deux méthodes un petit peu pour expliquer qu'on a tous ces paramètres. On peut soit réduire la taille, soit réduire le nombre de paramètres, et ça permet de compresser le modèle sans impacter la performance finale, parce que on se concentre toujours sur OK, on va enlever les paramètres pour réduire la précision des paramètres sans que l'output du modèle change. La question effectivement que tu as posée après, c'est est-ce qu'il y a une limite physique ou algorithmique? Bien sûr, il y a une limite physique et algorithmique, on peut pas enlever 100% du modèle. Si tu enlèves 100% du modèle, il y a plus de modèle et ça marche plus du tout. Mais il y a même des lois un petit peu qui existent sur ça, et une des lois, un des mots-clés qui est très important, c'est ce qu'on appelle les scaling laws ou neural scaling laws, qui nous donne un petit peu, qui nous permet d'estimer la capacité prédictive d'un modèle en fonction de principalement trois éléments qui sont la quantité de données qu'on a pour entraîner le modèle, la quantité de puissance de calcul qu'on a pour entraîner le modèle, et le nombre de paramètres pour entraîner le modèle. Et du coup, globalement, plus on investit, plus on a de données, plus on a de puissance de calcul, plus on a de paramètres, plus le modèle, à la fin, va atteindre des performances élevées. Et ça, c'est les premières scaling laws qui sont arrivées. Du coup, ces premières lois d'échelle, j'avais juste ces trois paramètres, mais maintenant, il y a plein de papiers qui sont arrivés, qui expliquent un petit peu d'autres scaling laws un peu plus complexes, qui expliquent comment ça marche, les scaling laws, si on quantise le modèle aussi, si on fait de la distillation, d'autres méthodes comme ça. Mais globalement, il y a des lois physiques, on va dire presque, entre guillemets, qui décrivent un petit peu la capacité du modèle en fonction de ses caractéristiques. Et par rapport à ce que tu disais sur le pruning et l'agage ou la quantisation, ou est-ce que tu pourrais donner peut-être, alors sans donner de nom forcément, mais un exemple un peu concret d'un client qui fait appel à vos services, tu vois, c'est quoi leur problématique et pourquoi ils viennent vous voir, et à la fin, ça leur permet de faire quoi qu'ils n'arrivaient pas à faire sans vous? Juste pour qu'on se rende un peu compte sur une application un peu métier ou business. Par exemple, on a des clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la génération d'images. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont des utilisateurs qui demandent de générer des photos de profil, on va dire ça comme ça, des images pour voilà, pour plein d'utilisations diverses. Et leurs utilisateurs, idéalement, ils veulent que avoir plein d'images de très bonne qualité et aussi avoir ça très rapidement. Parce qu'un chiffre que je donne souvent, c'est l'attention moyenne que quelqu'un a sur Internet, c'est maximum 8 secondes. Mais le problème, c'est que si tu veux un modèle, par exemple, qui génère une image maintenant, si tu veux quelque chose de bonne qualité, même sur un H100 qui est le hardware très performant dont je parlais tout à l'heure, ça va prendre 20 secondes. Du coup, s'ils utilisent le modèle de base, ils auront un énorme problème parce qu'ils vont perdre beaucoup d'utilisateurs qui vont pas rester sur leur plateforme. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va compresser le modèle et on va faire en sorte qu'au lieu de prendre 20 secondes, le modèle pourra générer des images en
4 secondes, 3 secondes, voire peut-être moins selon leur objectif. Et ça va faire qu'ils vont réussir à garder beaucoup plus leurs utilisateurs et à pouvoir générer ces images aussi à moindre coût. Parce qu'au lieu d'avoir à louer un H100 qui coûte très, très cher pendant 20 secondes, ils ont à louer le H100 pendant 3 secondes et du coup, ça leur fait des économies qui sont proportionnelles à ça et aussi des économies d'énergie qui sont aussi proportionnelles à ça. C'est aussi une manière de montrer qu'il y a une sorte d'alignement entre les intérêts économiques et l'intérêt, on va dire, plus environnemental qui est, on veut utiliser le hardware le moins longtemps et avec le moins d'énergie. Il y a un mot que tu as utilisé, j'aimerais bien que tu précises un peu, tu parlais de distillation. Et alors, moi, je connaissais pas du tout, enfin, je connais le mot, mais dans un autre contexte, mais on en a pas mal parlé dans le cadre de, justement, tu parlais de DeepSeek, si je dis pas de bêtises, où justement, on a dit qu'ils avaient distillé le modèle d'OpenAI en accédant via les API. Est-ce que tu pourrais, dans ce cadre-là, peut-être décrire, en tout cas, toi, ce que tu as compris, je sais pas si on est capable de le décrire et s'il y avait vraiment des papiers de recherche là-dessus, mais sur ce que c'est la distillation et donc comment DeepSeek a fait pour justement créer un modèle en distillant le modèle d'OpenAI. Ouais. Pendant mon doctorat, j'avais fait aussi quelques trucs sur la distillation et c'est quelque chose qui existe aussi depuis longtemps, hein. C'est quelque chose que je peux dire encore, c'est DeepSeek, ils ont fait beaucoup de bruit avec leur modèle, mais cette méthode existait depuis aussi pas mal de temps, je pense, au moins 2018, peut-être, je pense. Bon, je pense quelque chose comme ça. Alors, la distillation, c'est simple, on prend un premier modèle qui a été entraîné. Il va générer une grande quantité de données. Et ce qu'on peut faire, c'est on prend ces données et on va les donner à un autre modèle, souvent beaucoup plus petit, et pour entraîner ce petit modèle. C'est-à-dire que le petit modèle, au lieu d'être entraîné sur des vraies données qui sont des données du monde réel, et il va être entraîné sur des données d'un autre modèle qui est souvent plus gros. Du coup, dans le cas de DeepSeek, par exemple, ce qu'ils ont fait, là, il faudrait que je relise le papier pour être techniquement correct, mais ils ont sans doute, voilà, pris des données générées par ChatGPT et ils ont pris ces données et ils les ont données, on va dire, à manger pendant l'entraînement à leur modèle pour entraîner leur modèle sur ces données. C'est une manière un petit peu d'augmenter le nombre de données artificiellement pour faire en sorte qu'on atteigne des performances encore plus élevées des modèles. C'est aussi une manière aussi pour les différentes boîtes qui construisent différents modèles de voler un petit peu les données de leurs compétiteurs. Voilà, ils font plein de requests à ChatGPT, ils vont générer plein de données et ensuite ils peuvent utiliser ces données pour entraîner leur propre modèle. Et ça veut dire que, comment dire, par rapport à ça, juste pour essayer de bien comprendre, mais tu vas utiliser ChatGPT à fond en posant plein de questions. Les données, alors texte, image qui va te sortir, tu les donnes à ton modèle. Et en fait, comme ChatGPT, il a un certain paramétrage, un certain entraînement, les données qui sortent correspondent à un certain paramétrage, et ce qui va permettre au modèle qu'on réentraîne derrière avec ces données de tendre vers le paramétrage de ChatGPT, c'est ça, si je comprends bien, ou pas vraiment? Le mot distillation, c'est exactement ça. C'est en fait le gros modèle. Dans ce cas-là, ChatGPT, par exemple, il va distiller sa connaissance dans le second modèle. Et du coup, ce que tu appelles le paramétrage dans ce cas-là, c'est, on va dire, toute l'information, toute la connaissance qui est contenue dans les paramètres de ChatGPT, et va petit à petit distiller dans le modèle qui est entraîné par DeepSeek, par ce processus-là, exactement. Genre, les données générées par ChatGPT vont donner une direction pour le modèle DeepSeek pour s'entraîner correctement. Je lisais un papier du cofondateur de Playas, je sais pas si tu connais la boîte française, et qui disait que les modèles étaient en train de devenir c'était le titre de l'article, c'est The Model is the Product, comme quoi le modèle devenait le produit, et que lui, il imaginait que demain, en fait, des providers comme OpenAI et autres fermeraient leurs API pour pouvoir vendre directement leur modèle. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est si on voit que, alors, grâce aux API ou grâce à l'accès parce que j'imagine que si tu as juste ta licence pro, tu vas pas pouvoir faire de la distillation à l'échelle versus tu as accès aux API. Et là, je pense que tu peux générer beaucoup plus facilement des gros volumes de données. Et donc, est-ce que on peut imaginer que, notamment du fait de cette concurrence-là, on ferme des accès API en se disant, mais en fait, non, on va juste faire des licences classiques ou avec des pricing évolutifs, mais en tout cas, fermer ces API-là parce que justement, on est en train de se faire voler
sais pas si on veut parler de propriété intellectuelle quand on voit qu'ils ont scrappé tous les données du web sans demander à personne. Mais en tout cas, c'est-à-dire on veut protéger un peu notre IP en fermant ces accès API. Et donc, potentiellement, ça peut tuer aussi plein de business models de gens qui ont créé des choses par-dessus ChatGPT. Mais ça, mais voilà, j'ai un peu cette question-là, tu vois. J'ai pas l'impression que c'est enfin, qu'on tend vers ça pour le moment, fermer les API. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec OpenAI et ça, ils sont plutôt du genre à essayer de donner un maximum, d'ouvrir, on va dire, de vendre des crédits à un maximum de personnes pour qu'ils puissent, un maximum de boîtes pour qu'ils puissent utiliser leur modèle. Sans doute que c'est un problème pour eux. En fait, c'est un problème pour eux de pas se faire voler leurs données ou de rendre ça plus difficile. Mais je pense que c'est très difficile à protéger parce que n'importe qui pourra, s'il paye suffisamment, générer, on va dire, ces données par l'API de OpenAI. Du coup, c'est très difficile à protéger dans ce cas-là. Et je pense que même si c'est quelque chose sur lequel ils réfléchissent et peut-être ils peuvent, il y a des techniques, des papiers un petit peu avancés qui essayent on va dire, de rendre ça plus compliqué. Bah, même s'ils font ça, je pense que c'est quand même pas vers ce qu'on entend pour le moment. Si on revient sur le sujet des petits modèles, aujourd'hui, on a des grands modèles GPT-4, 4.5, Claude, et tu parlais de Small LM, où je travaille sur des modèles. Aujourd'hui, est-ce que tu identifies ou est-ce qu'il y a des tâches sur lesquelles les petits modèles sont meilleurs, même juste en termes de performance brute, sans parler d'efficience ou autre, mais est-ce qu'ils sont meilleurs que des grands modèles ou est-ce que au contraire, les grands modèles restent meilleurs sur toutes les typologies de tâches? Et la question complémentaire, c'est est-ce qu'on peut imaginer qu'un petit modèle il puisse atteindre les performances d'un grand modèle sur certaines tâches spécifiques? Et si tu as des exemples, je suis preneur aussi. En fait, la distinction principale entre les gros et les petits modèles, c'est qu'un gros modèle, il va être sans doute bien meilleur, en général bien meilleur, généralisé à plein de tâches, à une grande diversité de tâches et des choses comme ça. Alors que le petit modèle, lui, souvent, il va être meilleur sur se spécialiser sur une tâche en particulier. Si je prends un exemple concret, c'est par exemple tout ce qui est résoudre des problèmes de maths. Et ben, DeepSeek, ils avaient fait un papier bien avant le papier là qu'ils ont annoncé, où ils montraient qu'ils arrivaient à faire un modèle DeepSeek qui est spécialisé pour les maths, qui était bien meilleur que que le modèle de ChatGPT pour les maths. Du coup, par exemple, sur les maths, si on spécialise le petit modèle, on peut le rendre meilleur. Et globalement, il n'y a pas trop de particularités par rapport aux domaines sur lesquels on applique. C'est-à-dire que si on spécialise le modèle juste sur un domaine différent, je sais pas, la médecine, et ben on pourra très probablement aussi le rendre meilleur qu'un modèle très, très généraliste. Et c'est là où d'ailleurs, bah, les petits modèles ont un avantage à jouer, c'est que dans plein de cas d'usage, on n'a pas besoin d'un gros modèle qui est capable de tout résoudre, mais juste d'un petit modèle qui est capable de résoudre quelque chose sur un domaine très spécifique. Du coup, c'est principalement, on va dire, les éléments clés à retenir sur où sont les avantages du petit contre les avantages du gros modèle. Après, peut-être que j'ai oublié un petit peu une autre partie de ta question. Mais tu as répondu parce que sur quel type de tâches sont meilleurs? Ce que je comprends, c'est que les petits modèles, si tu les entraînes sur des données spécifiques, sur un domaine spécifique, ils vont potentiellement, ils vont être meilleurs qu'un grand modèle puisqu'il sera généraliste. Mais est-ce qu'on a alors tu disais, on a de la quantisation ou la réduction de la taille d'un modèle. Est-ce qu'on a des petits modèles qui peuvent être aussi performants ou quasi aussi performants que leurs grands frères ou grandes sœurs? Exactement. Bah, ça c'est complètement possible. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, par exemple, de la compression chez Pluna. C'est-à-dire qu'on prend des gros modèles, on applique des choses dessus, des méthodes de compression comme celle dont j'ai parlé avant. Et après, ça va rendre un modèle qui a une qualité très comparable, parfois même supérieure au modèle de base. Du coup, c'est possible de réduire la taille d'un gros modèle et de pas perdre en performance du tout. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très faisable. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de réduire l'inférence, de réduire la génération d'images de 20 secondes à quelques secondes. C'est quelque chose qu'on peut faire et le modèle, à la fin, il est vraiment enfin, il est plus efficace, mais il a gardé la même qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est très remarquable et aussi, peut-être que c'est quelque chose dont je pourrais parler plus tard, mais c'est l'intérêt des gros modèles, c'est que c'est principalement durant l'entraînement, il y a un grand
un grand intérêt durant l'entraînement à avoir un modèle qui on appelle surparamétrisé, c'est-à-dire avec beaucoup de paramètres, qui a une taille supérieure à ce dont on aurait besoin. Mais une fois qu'on a entraîné le modèle, en fait, on peut faire plein de choses sur le modèle sans perdre de performance. On n'a plus besoin que le modèle soit surparamétrisé, on peut le rendre beaucoup plus petit. Il sera peut-être pas à l'échelle de quelques millions de paramètres tout le temps. Ça dépend de la complexité de la tâche qu'on veut pour résoudre à la fin, mais il sera beaucoup plus petit et toujours avec une très bonne performance. Je veux bien que tu en parles maintenant, parce que c'est quelque chose que je connais pas du tout. Je veux bien que tu précises un peu, ouais. Ça, c'est, on va dire, dans les phases, dans le life cycle, on va dire, d'un modèle, il y a souvent, on va dire, 3 phases principales. Il y a la phase de développement, on va dire ça comme ça, où les chercheurs regardent c'est quoi l'architecture qui est intéressante pour leur modèle et font des tests. Il y a la phase d'entraînement où en gros l'architecture est fixée et là en fait on va dépenser beaucoup de puissance de calcul pour faire en sorte que le modèle va générer des choses pertinentes. Et après il y a la phase d'inférence qui en fait après qu'on a déployé le modèle, les paramètres du modèle vont pas bouger et on va juste le faire tourner et, et faire en sorte que le modèle il puisse servir des millions ou des milliards d'utilisateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette phase d'entraînement, au moment où on va rendre les paramètres plus en plus pertinents, et ben, au début, c'est très important d'avoir beaucoup de paramètres. C'est-à-dire il peut avoir un intérêt d'avoir des milliards de paramètres si on veut que le modèle soit entraîné très vite et très efficacement. Et c'est notamment ce qu'ils ont fait DeepSeek, c'est qu'ils ont beaucoup de paramètres. C'est un des modèles open source avec le plus de paramètres. Voilà, 780 milliards, je crois. Du coup, il y a beaucoup de paramètres et ce qui a fait qu'ils ont réussi à entraîner le modèle pour très peu d'argent, notamment. Enfin, c'est une interprétation qu'on peut en avoir. Après, le problème, c'est qu'une fois qu'on a entraîné ce modèle, on a un modèle qui est toujours très gros. Mais ce modèle qui est très gros, on a, une fois qu'on l'a entraîné, on n'a plus besoin qu'il soit aussi gros parce qu'on a fini l'entraînement, on peut en fait commencer à le quantiser ou commencer à l'élaguer, c'est-à-dire le pruner. Et on va réussir à préserver la majeure partie de sa performance tout en réduisant sa taille et en maximisant son efficacité. Et par rapport à ça, j'ai une question que je me posais tout à l'heure, mais je te la pose maintenant. Mais quand tu dis on va élaguer le modèle, et parfois sur des modèles de computer vision, on peut enlever 90-95%, est-ce que vous avancez un peu par essai-erreur ou est-ce que vous savez déjà quelle quel type de paramètres il faut absolument pas toucher versus ceux sur lesquels on peut aller et qu'on peut enlever sans qu'il y ait d'impact sur la performance? On a fait beaucoup de papiers de recherche là-dessus. Alors, notamment, il y avait un papier de recherche qu'on a fait qui était exactement sur le sujet dont j'ai parlé avant, qui est il faut pas compresser le paramètre au début, compresser le modèle au début de l'entraînement. Mais il y a aussi plein de papiers de recherche sur quels sont les paramètres qu'on peut enlever et quels sont les paramètres qu'on ne peut pas enlever. Souvent, un modèle, comme je dis, il y a des building blocks, mais il y a aussi des couches. Et chaque couche a des building blocks, en fait. Et il y a certaines couches où il faut vraiment pas toucher, comme les dernières couches, les derniers building blocks, il faut vraiment pas les enlever parce que souvent ça fait perdre beaucoup de performance au modèle. Et en fait, derrière ça, il y a aussi plein de manières différentes d'évaluer l'importance de chaque paramètre. Et c'est vraiment un domaine de recherche qui est comment évaluer de la manière la plus pertinente l'importance de chaque paramètre par rapport à la prédiction, à la qualité de la prédiction du modèle. Ça, il y en a plein et ce serait un peu rentrer un peu dans le détail mathématique, des choses un petit peu des mathématiques où on fait des estimations de premier ordre ou de second ordre. Voilà. Je suis très content de donner plus de références, mais je pense que le but n'est pas de rentrer dans le détail tout de suite. Non, non, je pense déjà il y a une première idée. Toujours sur ces petits modèles, parce que c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, mais un point important où dans l'utilisation de l'IA générative globalement et peut-être un point de frustration pour pas mal de gens, c'est de se dire, comme tu disais, les très gros modèles, pour les faire tourner, il faut avoir du hardware qui soit suffisamment puissant et donc qui est peu accessible. En tout cas, c'est des gros acteurs qui ont la capacité d'avoir ces hardware-là. Et donc, à moins d'avoir des trucs via API ou sur Internet, mais tu peux pas avoir forcément des modèles sur ton ordinateur en local ou sur ton téléphone, voire même sans Internet que tu pourrais faire tourner. Et justement, grâce à ces petits modèles, on voit apparaître ce type de possibilités. Moi, je me rappelle avoir téléchargé une appli, j'ai oublié le nom,
où tu pouvais justement télécharger des petits modèles que tu pouvais utiliser comme ChatGPT sur ton téléphone. Et c'est vrai que je trouve que ça ouvre des possibilités, des choses intéressantes. Est-ce que tu as le sentiment que justement le fait d'avoir de plus en plus accès à ces petits modèles, soit des petits modèles conçus de base, soit des gros modèles qui ont été rapetissés, on va dire, ça va permettre une massification des usages de l'IA générative avec la possibilité de les intégrer directement. Tu vois, on parle de physical AI sur des robots, sur un aspirateur, j'en sais rien. En tout cas, à plein d'endroits où tu n'as pas la capacité de mettre 50 GPU pour faire tourner le modèle et qu'on peut-être besoin d'être capable de tourner sans Internet à un moment. Et toi, quels sont les usages que tu anticipes un petit peu par rapport à cette utilisation on-device ou alors on-edge, comme on dit? Nous, on a deux principaux types de clients. Il y a des clients qui font tourner, on va dire, leur modèle sur des serveurs distants, par exemple des serveurs de AWS, des serveurs de Scaleway ou des choses comme ça. Mais il y a un deuxième type de client qui est exactement ce dont tu parles et il y a une grosse demande, c'est tout ce qui est les clients qui veulent faire tourner des choses sur du edge, sur des petits... et quand on dit du edge, c'est-à-dire n'importe quelle machine qui a pas forcément une connexion internet très fiable ou des choses comme ça. Ça peut être d'un ordinateur, ça peut être, on va dire, des téléphones, ça peut être même des, des équipements parfois militaires, ça peut être des robots, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, il y a un grand, effectivement, on peut voir qu'il y a un énorme intérêt, mais c'est très compliqué en fait souvent de prendre un modèle et de le mettre sur une machine qui est pas spécialisée pour le calcul d'IA. Les machines qui sont spécialisées pour le calcul d'IA, c'est des GPU. Mais quand tu veux faire tourner un modèle sur une machine qui est pas un GPU, souvent on va avoir des problèmes le modèle va être beaucoup plus lent, ou la machine elle va pas avoir assez de mémoire, ou des choses comme ça. Du coup, il y a une grosse demande, et il y a un grand intérêt on va dire, de la population pour ça. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué à faire parce que c'est vraiment, on va vraiment à un très bas niveau entre comment le modèle va tourner sur le hardware. Pourquoi il y a un intérêt aussi gros et pourquoi je suis personnellement convaincu que on va vraiment tendre vers des petits modèles. Il y a un intérêt qui est au niveau de la vie privée, c'est-à-dire qu'on va pas avoir besoin de partager nos données avec un modèle qui est tourné de manière distante. Tout peut tourner sur, sur notre smartphone, nous, par exemple. Et aussi, parfois, dans certains contextes, un robot, voilà, comme tu as dit, il n'a pas de connexion Internet, quoi. Il peut pas communiquer avec Internet. Du coup, on a besoin que tout se fasse localement, directement sur la machine, et le plus souvent très rapidement. Et ça a un énorme intérêt pour beaucoup de boîtes qui ont plein de cas d'usage Edge et aussi parfois qui veulent éviter d'avoir à faire tourner tout chez eux en payant toute cette puissance de calcul, mais en fait veulent faire tourner chez leurs utilisateurs. Et bah, malheureusement, on va dire, ça c'est un des bons côtés pour eux, mais malheureusement pour l'utilisateur, c'est qu'il va faire payer l'utilisateur pour dépenser un petit peu la puissance de calcul. C'est marrant, j'ai lu un article hier justement sur, ouais, par exemple, Microsoft qui intègre nativement Copilot et donc qui fait augmenter, enfin, tu peux même pas choisir de l'avoir ou pas, et donc ça fait augmenter le prix des licences et ils déplacent le coût en fait pour essayer de rentabiliser leurs modèles qui sont clairement pas rentables aujourd'hui. Sur l'aspect technique que tu évoquais, où tu disais que c'est difficile de faire tourner des modèles même plus petits sur des hardwares qui n'ont pas été conçus pour ça. Tu disais des GPU. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu as connaissance d'axes de recherche justement, soit pour développer des techniques qui permettent de faire en sorte que ces modèles tournent sur des hardwares qui n'ont pas été pensés pour ça à la base, ou à l'inverse, tu vois, on essaie de développer des hardwares qui permettraient de le faire, mais qui soient plus petits, ou comment justement, parce que s'il y a un vrai besoin de clients et des cas concrets pour lesquels on a besoin, mais qu'aujourd'hui il y a une limitation technique ou physique, j'imagine qu'il y a des gens qui bossent dessus. Exactement. Bah, il y a plein de boîtes qui travaillent pour créer des nouveaux types de hardware. À un moment, il y avait une autre boîte qui a fait beaucoup de bruit, qui a créé des LPUs. LPU, je crois que c'était Language Processor Unit, si je ne me trompe pas, et qui montrait des très bonnes performances pour faire tourner des modèles de langage très très rapidement. Du coup, ils ont créé même
d'un hardware spécialisé pour faire tourner des modèles de langage très rapidement en inférence, beaucoup plus rapidement que sur des GPU. Il y a plein d'autres boîtes qui spécialisent vraiment, qui spécialisent pour faire plus de hardware. Le problème, c'est que même pour elles, parfois, c'est compliqué parce qu'à un moment, il faut vraiment comprendre. En fait, juste travailler sur le hardware ou juste travailler sur le modèle, au bout d'un moment, ça va avoir une limite. Il faut vraiment travailler sur la combinaison du modèle et du hardware. C'est-à-dire que le modèle, il va avoir des instructions qu'il va vouloir faire tourner. Le hardware, il va avoir des instructions que lui, il peut faire tourner. Et il faut que les instructions que le modèle veut faire tourner matchent bien avec les instructions que le hardware puisse faire tourner. Et ça, c'est quelque chose qui peut créer beaucoup de problèmes. Et si on a un modèle avec des instructions qu'elle veut faire tourner, mais qui sont pas bien optimisées par le hardware, et ben, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, par exemple Pruna, qui va implémenter sur le hardware les instructions qui peuvent faire tourner le modèle efficacement. Et tu parlais tout à l'heure de deux choses, du fait que d'avoir des plus petits modèles, ça permettait de réduire l'empreinte énergétique environnementale et que tu croyais beaucoup au développement de ces petits modèles. Est-ce que, tu vois, on peut pas se dire que certes, on vit dans un monde avec des contraintes physiques, des problématiques environnementales, d'accès à des ressources pour construire tous ces outils-là, et donc avoir des modèles plus petits, moins gourmands, c'est une bonne idée. Pour autant, ça va potentiellement avoir beaucoup plus de cas d'usage, de personnes qui vont utiliser. Il y aura une question sur l'obsolescence des matériels. Typiquement, un téléphone, il n'a pas été pensé pour ça. Et donc, on peut se dire qu'au lieu de durer, je sais pas, 4 ans, il pourra durer que 2 ans. Enfin, tu vois, est-ce qu'on risque pas d'avoir un effet rebond, comme on a souvent, où on va optimiser, on divise par 5, mais enfin, la consommation, mais comme on multiplie par 10 les usages, au final, à la fin, on est perdant. Alors, je caricature, hein, mais ouais, il y a quand même cette question-là, non? C'est une très bonne question. Et personnellement, au moment de, de venir avec l'idée de compression de modèle et d'en faire une startup, c'était quelque chose auquel je pensais beaucoup parce que je me disais, est-ce qu'au fond, c'est vraiment quelque chose de bénéfique d'un point de vue énergétique? Malheureusement, la réponse, c'est jamais tout noir, enfin, tout blanc, tout noir. Ouais, c'est un petit peu entre les deux. Et comme tu as dit, c'est si on gardait la même quantité de requêtes qu'on fait au modèle, là, ce serait clair, en fait. Si on garde la même quantité, on compresse juste les modèles, on utilise juste des modèles plus petits, et là, on a juste économisé la différence entre le coût de faire tourner les modèles petits et le coût de faire tourner les modèles grands. Et comme tu as dit, il y a même un papier, en fait, de recherche qui a montré ça, enfin, qui parle de ça, mais qui n'est pas un effet nouveau, en fait. C'est le papier, je crois, qui s'appelle Jevons Paradox de Sacha Luciani. Et il explique vraiment qu'il y a cet effet rebond qui peut arriver, c'est-à-dire, maintenant que tous les modèles sont petits, bah, en fait, au lieu d'avoir 3 ou 4, 5 boîtes qui peuvent faire tourner ces gros modèles, et ben, on va avoir des millions ou des milliards d'utilisateurs qui peuvent faire tourner ça localement. Et en fait, si on met tout ensemble, et ben, on va voir que le coût total au niveau énergétique, et ben, il sera bien plus élevé. Ça, c'est un problème qui est dur à résoudre, d'autant plus dur à résoudre que l'impact, en fait, d'un modèle de machine learning, c'est pas juste les coûts directs qu'il a au moment où il tourne, c'est aussi les coûts de production, c'est aussi ses impacts en termes de quel est le but final, quelle est la tâche finale que le modèle essaye de résoudre. C'est quelque chose qui est vraiment compliqué. Et du coup, c'est dur d'évaluer complètement à quel point les petits modèles peuvent avoir un impact positif. Une pensée que je peux partager un petit peu pour nourrir un petit peu ça, c'est c'est souvent on compare le petit modèle à aussi le coût énergétique du petit modèle au coût énergétique du gros modèle, et aussi on peut le comparer au coût énergétique presque qu'une personne aurait à que toute la quantité d'énergie qu'une personne aurait à mettre pour résoudre la même tâche. C'est-à-dire que, par exemple, faire un résumé d'un texte très, très long, un petit modèle peut le faire très rapidement. Il peut faire une version très bonne, mais un être humain, sans doute, ce serait pas très passionnant pour lui de le faire, et il mettrait des heures à lire tout, on va dire, à lire un PDF de 100 pages et à faire un résumé très pertinent. Du coup, il y a aussi une question qui est, est-ce que le petit modèle, en fait, a un gain énergétique par rapport à
on va dire, à d'autres manières de résoudre le problème. Ça peut être une manière avec des modèles plus gros, mais aussi d'autres manières un peu plus traditionnelles, avoir juste quelqu'un qui travaille dessus 24 heures sur 24, des choses comme ça. Ou sinon carrément supprimer la tâche inutile, avoir, Exactement. Supprimer la tâche inutile, bah ça, c'est le mieux. et C'est le mieux. on une question, sur les on en a pas parlé, mais sur les biais, algorithmiques, et je sais que ça a pas mal fait de bruit, justement quand DeepSeek est sorti, où, il y avait des questions qui ont circulé sur Tiananmen, sur des choses où, et on s'est rendu compte, où le modèle disait qu'il pouvait pas répondre, ou alors je sais pas si on s'en a rendu compte parce qu'on le savait déjà, mais en tout cas que, bah, forcément il y a des guidelines qui sont données, des données d'entraînement. Donc là, je sais même plus si c'est des biais ou juste en fait des instructions qui sont données au modèle. Mais, mais en tout cas, que ça soit sur ces biais liés aux données d'entraînement, aux instructions, est-ce que ces problématiques-là, elles restent quand on réduit la taille du modèle, ou puisque tu dis on enlève des paramètres, est-ce que ça a un impact, alors peut-être moins sur les instructions, mais plus sur la partie biais où ça change rien, ou est-ce que ça permet de gagner entre guillemets en neutralité? Voilà. Alors, malheureusement, ça permet pas de résoudre tous les problèmes d'avoir des petits modèles dans ce cas-là. C'est-à-dire que le plus souvent, on va pas gagner en neutralité, on va pas en perdre. Mais en fait, si on évalue un petit peu les biais que le modèle peut avoir, ça va principalement être les mêmes biais. Genre pour être un petit peu un domaine un peu adjacent qui est l'estimation d'incertitude ou la fiabilité des modèles sur lesquels j'ai fait ma thèse. Vraiment, quand on voit qu'on compresse un modèle et qu'on voit les performances en termes de fiabilité, c'est-à-dire la résistance à des conditions un petit peu extrêmes en input, et ben, on va voir que le modèle va être à peu près aussi résistant. Il va pas être plus ou moins résistant, il va juste être à peu près aussi performant à plein de perturbations qu'on lui met en entrée. Dans le cas de DeepSeek, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, il y a des grosses suspicions qu'ils ont essayé de, peut-être même ça a été prouvé, mais j'ai pas de source, du coup, j'ai des grosses suspicions qui est que le modèle, ils ont essayé de mettre des instructions pour dire, OK, ne parle pas de ce sujet ou de ce sujet-là. Et du coup, ça, c'était vraiment, c'est une question presque éthique qui est de savoir, OK, les modèles, ils sont en fait une sorte, partagent certaines valeurs éthiques, on va dire presque comme ça, et on peut leur faire, on peut les empêcher de faire dire des choses ou les faire dire d'autres choses. Il y a même des personnes après un DeepSeek qui ont travaillé sur débiaiser le modèle, c'est-à-dire enlever toutes ces barrières, et sur Hugging Face, qui est une grosse plateforme qui contient plein de modèles, je crois qu'il y a maintenant une version de DeepSeek qui est débiaisée. Mais voilà, en cours, malheureusement, la compression des modèles n'a pas un énorme impact sur le biais qui est rajouté, le biais que le gros modèle a. Parfois, ça peut faire changer un peu la qualité, comme je disais avant, si on compresse le modèle à 100% ou à 99%, on peut perdre un peu en qualité. Du coup, dans un sens, ça crée un petit peu une différence de prédiction, mais pas vraiment des différences de. On arrive à la fin de l'échange, et j'avais une question pour que tu puisses un petit peu te projeter, tu vois. Tu disais que toi, tu crois beaucoup, forcément, tu travailles sur le sujet, donc j'imagine que tu y crois sur le développement des petits modèles. Tu sais, si on se projette à 5-10 ans, alors plutôt sur la partie IA générative, parce que, mais après, quoique, est-ce que tu imagines que, alors tu disais c'est ni blanc ni noir, donc je te propose des scénarios, puis tu peux en proposer d'autres, mais est-ce qu'on va avoir plein de petits modèles spécialisés, tu vois, sur de la médecine, voire sur, sur des tâches très très spécifiques dans des domaines spécialisés, une sorte d'assistant mais ultra personnalisé sur une thématique, un cas métier, et quelques grands modèles ultra puissants qu'on va utiliser un peu pour tous les cas d'usage? Ou est-ce qu'on va se dire, on va avoir des grands modèles fondationnels qu'on va utiliser plutôt pour de la R&D, et des petits modèles utilisés pour les usages du quotidien? Est-ce que ça va être un peu de tout ça? Est-ce que ça va être autre chose? Et je veux bien que tu en profites si, pour donner un peu ta définition de modèle fondationnel, parce qu'on entend souvent parler de ce, de ce sujet-là, et je sais que typiquement, tu vois, il y a une boîte comme Hawkin dans le domaine de la médecine et dans la biologie qui développe un modèle fondationnel en se disant, bah, après, on va pouvoir l'utiliser. Donc voilà, un peu tes intuitions, tu vois, c'est pas prédire le futur, mais bah, avec ta connaissance, quand même, j'imagine que tu as quelques intuitions, et de dire un peu où tu as l'impression que ça va aller. Est-ce que tu anticipes des ruptures un petit peu technologiques sur certains sujets? Et en termes d'usage, comment tu vois les choses? Voilà, un petit peu, savoir un peu ce que tu penses de tout ça, globalement.
Déjà, un modèle fondationnel, peut-être pour commencer par là, c'est bon, il y a pas une définition mathématique peut-être sur laquelle tout le monde est d'accord, mais si je devrais dire, c'est un modèle fondationnel, c'est un modèle qui a engrangé beaucoup de connaissances sur un domaine, on va dire, suffisamment large. C'est-à-dire que ChatGPT, on peut considérer que c'est un modèle fondationnel parce que ça a scrappé tout le web. Mais après, les gens, ils font des modèles fondationnels sur des sous-domaines. Par exemple, Hawking, ils ont dû faire quelque chose qui est spécialisé plus sur le médical. Il y a des gens qui ont fait juste spécialisé sur le côté légal. Et ils appelleraient ça aussi des modèles fondationnels. C'est souvent très corrélé à la taille du modèle. Au fond, souvent, on essaie d'avoir des modèles fondationnels qui sont très gros. Comment j'anticipe un petit peu ça, c'est que c'est un peu lié au cycle de vie des modèles dont je parlais avant. Je pense que les gros modèles, ils vont toujours exister pour la bonne et simple raison que quand on entraîne un modèle, on a intérêt à qu'il soit gros au départ. C'est-à-dire qu'on va l'entraîner beaucoup plus efficacement et on va atteindre des performances beaucoup plus bien meilleures si le modèle est gros au départ. Du coup, on va toujours pouvoir avoir les meilleurs modèles généralistes. Il y aura toujours un intérêt à commencer sur un très très gros modèle avec des milliards de paramètres. Après, une fois que le modèle est entraîné, je pense que là, ça va se démocratiser beaucoup et c'est aussi ce en quoi on croit à Puna, c'est-à-dire que on va avoir beaucoup de modèles spécialisés parce que si on déploie un modèle dans un contexte médical, on n'a pas besoin qu'il retienne plein de connaissances non médicales sur les présidents des États-Unis, sur, je sais pas, comment faire certaines recettes de cuisine, des choses comme ça. On n'a pas besoin de ça. Du coup, c'est un peu en économie, tu sais, le côté avantage compétitif, c'est-à-dire que on peut avoir un modèle qui va spécialiser sur quelque chose, on va le réduire et on va le rendre plus efficace pour cette tâche. Et pendant ce temps-là, un autre modèle va pouvoir spécialiser sur autre chose et résoudre une autre tâche. Du coup, il y a vraiment ce côté-là où je vois vraiment arriver la démocratisation de plein de petits modèles et on le voit déjà arriver aussi avec tous les modèles qu'on voit par exemple sur Hugging Face, de plus en plus de modèles spécialisés dans certains cas d'usage, des gens qui le spécialisent même à l'extrême qui pourraient le spécialiser même à l'extrême sur leurs données à eux en fait pour faire des assistants personnalisés, on va dire, à leurs demandes à eux. Du coup, je vois vraiment ces deux tendances. D'un côté, les modèles fondationnels pour l'entraînement et après, une fois que l'entraînement est fait, avoir plein de versions spécialisées de ces modèles, on va dire, pour résoudre des tâches beaucoup plus spécifiques parce qu'une fois qu'il est entraîné, on n'a pas besoin d'avoir un modèle qui est capable de tout résoudre pour tous les cas d'usage. J'en profite, alors une dernière question, parce que tu t'en parlais sur à l'extrême, tu vois, tu parlais d'un assistant personnalisé. Je sais que c'est un sujet qu'on entend depuis plusieurs années. On se dit que demain, on va avoir des assistants individuels. On parle beaucoup d'agents autonomes aujourd'hui. Sur la question de ces assistants, est-ce qu'en termes de performance alors je sais pas si c'est le bon terme, de fine-tuning ou de capacité à adapter à un contexte. Typiquement, moi, Clément, je voudrais avoir un assistant que j'ai entraîné sur tous les contenus que j'ai créés, les podcasts que j'ai réalisés, mon ton de voix, je lui ai donné des instructions. Il va m'aider à créer des contenus où, en fait, on va avoir l'impression que c'est moi qui les crée. Est-ce que c'est réaliste et ça se fait, en fait, et moi, j'ai relativement peu de données, finalement, à lui fournir. C'est réaliste de pouvoir faire ça ou, en fait, au début, je vais avoir quelque chose qui ressemble à peu près et au fur et à mesure, en lui donnant, en adaptant les instructions, je vais le faire évoluer pour tendre vers quelque chose de vraiment performant. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, vraiment, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'on anticipe, tu vois? Il y a deux manières de donner du contexte à un modèle. Une des manières, une des manières, c'est de lui donner directement du contexte dans son entrée, dans son input. C'est-à-dire, lui donne plus, par exemple, dans le texte qu'on lui donne en entrée, on va lui donner plein de contextes et on va rajouter plein de contextes pour qu'il donne une réponse qui s'adapte au contexte. Une autre manière de le faire, mais ça, le problème, c'est que ça veut dire que le modèle va prendre plus de temps à générer une réponse parce que le contexte, il aura plus de contexte à processer, à travailler dessus. Mais une deuxième manière, c'est ce qu'on appelle fine-tuner un modèle. C'est-à-dire qu'on va prendre des données et réentraîner un petit peu un modèle qui a déjà été entraîné, changer un peu ses paramètres pour que ce modèle puisse générer des réponses et des prédictions qui soient plus pertinentes. C'est-à-dire que dans ton cas précis, ce que tu pourrais faire si tu voulais faire un modèle avec tes données, c'est que tu pourrais soit tout mettre dans le contexte, mais du coup ce serait énorme et sans doute ce serait pas très efficace. Soit tu pourrais fine-tuner un modèle, c'est-à-dire prendre toutes tes données et continuer à entraîner ton modèle sur
continuer à entraîner ton modèle sur les données qui sont juste à toi. Et pour être sûr que, une chose qui permet d'être sûr que le modèle ne sera pas nul dès le début, c'est de commencer avec un modèle qui n'est pas nul dès le début. C'est-à-dire de prendre un modèle fondationnel, par exemple. De prendre un modèle qui est déjà bon, qui a déjà été entraîné sur suffisamment de données, qui fait pas quelque chose de complètement aléatoire. Et après, tu vas pouvoir prendre ce modèle, et là, prendre ce modèle et le fine-tuner et réussir à le diriger petit à petit vers quelque chose qui est plus pertinent pour toi, pour ton cas d'usage. C'est quelque chose que tu peux qui est très possible de faire. Il y a pas mal de démos de boîtes qui essaient de montrer ça, des espèces d'assistants AI et tout ça qui sont capables de faire. Derrière, ils doivent utiliser plein de technologies différentes. Je peux imaginer un petit peu ce sur quoi comment ils font ça, mais c'est quelque chose vraiment qui peut exister. Je pense qu'on n'y est pas encore en termes de, on a résolu ce problème, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de choses à résoudre. Et c'est quelque chose vers lequel on peut bien sûr tendre. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. Merci beaucoup, Clément. À bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.